Donc, on va commencer tranquillement pendant que les dernières personnes continuent de se connecter. Bon matin et merci d'être avec nous encore une fois. Je vais commencer par me présenter rapidement. Mon nom est Pascal Bisson. Je suis conseillère pour la cellule Virage numérique chez Québec numérique. Pour ceux qui nous connaissent peut-être pas encore, Virage numérique, c'est un projet de Québec numérique qui rassemble plusieurs programmes d'accompagnement offert gratuitement, entre autres, pour les commerçants de la ville de Québec. On vous offre vraiment un accompagnement personnalisé dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet numérique. On est donc là vraiment pour vous aider à essayer de prendre ce virage-là avec votre entreprise. Je vais vous laisser un petit peu plus tard là, le lien vers notre site web dans le chat. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller visiter notre site. Dans le cadre de ce programme-là, on organise aussi des webinaires, donc comme celui de ce matin, qui sont ouverts à tous dans le but de vraiment vous donner l'opportunité d'acquérir des nouvelles connaissances sur certains éléments forts d'un virage numérique. Donc, ce matin, on est très content d'accueillir avec nous Olivier Garneau, qui est stratège numérique spécialisé en e-commerce chez Novatize. Olivier a développé une expertise en acquisition, en conversion et en fidélisation de clients sur le web, grâce notamment à son expérience en agence. Avant de lui laisser la parole, je vais juste vous rappeler les petits détails techniques des webinaires. Donc, comme vous le savez, en mode webinaire sur Zoom, vos caméras, vos micros sont éteints. Par contre, n'hésitez vraiment pas à nous poser des questions dans le chat. J'y ai accès, Olivier également. Il va répondre à vos questions pendant la présentation. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions, puis on va lui transmettre afin qu'il puisse y répondre rapidement. Vous allez également recevoir la présentation ainsi que la réécoute après la discussion de ce matin, donc un petit peu plus tard dans la journée, par courriel. Et sur ce, je laisse la parole à Olivier. Oui. Allô, allô, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour la présentation. Excusez-moi, j'étais en train de rechercher le chat en même temps. Je l'ai finalement trouvé. Merci d'être là. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on parle des clients en e-commerce. Je commencerai justement en me présentant un petit peu plus. Juste rapidement, dans le fond, c'est ça, moi, c'est Olivier Garneau. Durant ma courte mais intense carrière, j'ai eu l'occasion de faire du marketing pour une assez grande variété de comptes, autant par leur domaine ou leur taille. Mon expertise première, je dirais, est vraiment au niveau du commerce électronique. C'est ce que je fais chaque jour depuis plus que 4 ans là, avec Novatize, une agence spécialisée en e-commerce. J'ai également évolué pendant un bon moment avec le IA Groupe Financier, donc Industrielle Alliance, où j'ai fait vraiment beaucoup de SEO et du placement de campagnes pour des campagnes de lead generation avec des assez gros budgets. J'ai également fait un petit passage en fondation avec l'opération Enfant Soleil, qui m'a permis d'avoir quelques cordes supplémentaires à mon arc. Mais grosso modo, c'est pas mal ça pour mon parcours actuel. Donc, comme je disais en ce moment, c'est ça, j'évolue avec Novatize, une firme spécialisée en e-commerce. Je me permets quand même de faire une petite présentation juste pour contextualiser un petit peu le sujet et l'expertise. Dans le fond, chez Novatize, c'est une firme de e-commerce. On fait de la conception refonte de e-commerce, services conseils, formation, stratégie marketing, de l'acquisition, conversion, fidélisation, de la stratégie marketplace, donc des placements pour nos clients sur Amazon, Walmart, eBay, des choses comme ça. L'accompagnement logistique, opération, la gestion de tout ce qui est shipping et tout. On fait aussi de l'architecture de solutions, d'écosystèmes technologiques. Donc ça, c'est une belle petite liste d'épiceries qui mentionne en gros qu'on couvre pas mal tous les sujets là, sur le commerce électronique en général. Et puis, j'ai mis une petite liste ici, peut-être que vous reconnaissez des logos là-dedans. C'est juste pour démontrer un petit peu là, les différentes technologies avec lesquelles on a l'habitude d'évoluer. Donc, peut-être que vous reconnaissez les Shopify plus, les Shopify de ce monde, les Klaviyo pour le email marketing, Adobe Magento, des choses comme ça. Donc, c'est juste pour faire la petite contextualisation. J'ai aussi mis une petite slide là, qui dit et vous, je suis quand même intéressé aujourd'hui. J'aimerais ça que c'est un webinaire. J'ai pas l'habitude de parler uniquement à mon écran puis à regarder juste ma propre caméra. Mais si vous voulez participer puis me parler, me mentionner un petit peu rapidement de où vous venez, qu'est-ce que vous faites, juste pour que j'ai une petite idée à qui je m'adresse, j'apprécierais énormément. Fait que
n'hésitez pas. Puis si vous avez des questions également, comme mentionné au début, je vais faire de mon mieux pour les répondre en live. Donc, lançons-nous. Aujourd'hui, pendant la séance, première étape déjà rayée, la présentation, c'est faite. On s'est débarrassé de cette partie-là. Aujourd'hui, comment on a découpé la présentation? Donc, ça va être, au début, je vais faire un petit tour du parcours d'un client dans un commerce électronique. Donc, juste faire un petit rappel puis un petit détail décortiqué de c'est quoi le tunnel de vente d'un e-commerce, c'est quoi le classique parcours qu'un client ou qu'un utilisateur va parcourir sur votre site afin de saisir toutes les opportunités. Ensuite de ça, ça va être sur comprendre ses utilisateurs. Donc, on va faire un aperçu de c'est quoi les stratégies qu'on peut mettre en place pour s'assurer de bien savoir c'est qui nos clients, c'est qui vient sur notre site pour assurer que notre contenu, que notre expérience et tout soit vraiment adapté puis qu'on s'assure que notre taux de conversion soit optimal. Et finalement, je vais terminer avec les tendances en e-commerce en 2022. Ça va être des stats en rafale. J'ai juste un paquet de statistiques. Je sais qu'on aime ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder des stats majeures, puis on va en discuter, on va les décortiquer, puis on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on a ces stats-là, qu'est-ce que ça veut dire pour possiblement votre commerce, votre entreprise. Et c'est pas mal ça. Puis on va terminer avec des questions s'il y en a. Donc, le parcours d'un client. Je trouve que c'est vraiment important de mettre ça en premier lieu, le parcours du client. On va faire vraiment un tour rapide du Customer Journey, donc vraiment le parcours typique qu'un utilisateur va faire sur un commerce électronique. Donc, pour cette étape-là, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce schéma. C'est le tunnel de vente classique en e-commerce. C'est le genre d'affaires qu'on voit sans cesse partout. On le voit à l'école, on le voit dans l'entreprise, on le voit dans l'information, on n'arrête pas de se le faire bousculer. Des fois, il est un peu différent. Ça, c'est ma version que je dirais que j'utilise quotidiennement. Pour faire un petit tour rapide, là, on a la sensibilisation qui est aussi souvent appelée le awareness en anglais. C'est vraiment le moment, en fait, où l'utilisateur ne vous connaît pas encore, mais il entre en contact avec votre offre. Ça peut être parce que l'utilisateur il a un besoin, puis il fait une recherche et il tombe sur votre plateforme, par exemple. Quand on parle d'un besoin, c'est que vraiment, par exemple, je viens de briser ma paire de souliers Vans, puis là, j'en veux une autre parce que c'est mes souliers favoris. Donc, je me recherche vraiment des souliers Vans et c'est vous qui tombez sur l'offre, qui me présentez quelque chose. Donc, je tombe sur votre site et j'apprends à vous connaître de cette façon-là. Sinon, ça peut être aussi par impulsivité. Donc, des gens qui voient une publicité, qui ont une référence d'un ami, qui vous voit sur les médias sociaux, donc, et puis qui sont intéressés par votre contenu, qui n'ont pas vraiment un besoin de produit, mais qui vont vous découvrir parce que vous les avez alléchés avec quelque chose qui les intéressait. Ensuite de ça, on a la considération. La considération, c'est vraiment le moment où l'utilisateur se met à naviguer sur votre site, dans votre magasin. Il fait vraiment, là, il fait partie, votre expérience est lancée à ce moment-là. C'est vraiment le moment crucial où on doit augmenter la motivation de notre utilisateur tout en réduisant le maximum possible l'effort qu'il doit faire pour accomplir un objectif. Je reviens tout à l'heure avec la notion de la motivation et de l'effort. Vous allez voir, c'est un sujet que j'aime beaucoup. On a un petit graphique plus tard là, qui en parle. Ensuite de ça, un coup que la personne a participé à votre expérience, elle a eu une expérience positive, elle a trouvé ce qu'elle cherchait ou ce qu'elle ne cherchait pas, on arrive au niveau de l'acquisition. L'acquisition, c'est simple. Félicitations, vous venez de faire une vente et un nouveau client. Si c'était ça l'objectif, peut-être que l'objectif, c'était autre chose. C'était peut-être la génération de leads, c'était peut-être juste une inscription à un événement. Pour le bien d'aujourd'hui, ça risque d'être pas mal plus des ventes. Donc, la vente est faite, félicitations. Par contre, ça ne s'arrête pas là, l'expérience. Si on arrêtait tout le temps au moment de la première vente avec un client, on ferait le tour du Québec assez rapidement, le tour du Canada. Donc, l'objectif après ça, c'est de fidéliser ces gens-là. La fidélisation, ça passe par le service. Service majoritairement, le service à la clientèle, mais aussi l'expérience après-vente. C'est souvent sous-estimé, mais c'est super important, le service après-vente. C'est ce qui va être assez important pour que le client ne nous oublie pas, puis c'est vraiment à cette étape-là que le maximum de l'expérience arrive.
C'est à ce moment-là qu'on doit s'assurer que notre service de livraison est vraiment sharp. Si on avait promis au client qu'il allait recevoir son article en 2 à 3 jours, il ne faut pas qu'il le reçoive dans une semaine et demie. Il faut qu'il le reçoive en 2 jours, peut-être 3. C'est à ce moment-là aussi qu'on doit offrir un service de retour facile, sans friction. Aussi, si on vend des articles, par exemple des vêtements qui sont sujets à avoir des retours, il faut aussi qu'on ait un service à la clientèle qui est optimal. Il faut qu'on réponde vite sur Messenger quand les clients ont des questions ou qu'ils ont une problématique. Il faut surtout s'assurer que nos différents canaux de communication se parlent entre eux. Je m'explique pour ça. Si, par exemple, moi, j'ai fait un achat chez vous, j'ai une question, mon article est arrivé, il est tout pété. Je veux faire un retour, c'est compliqué sur votre site. Je m'en vais sur votre page Facebook, je vous parle sur Messenger. Il y a quelqu'un qui est super gentil qui me répond. Euh, on en discute. Ensuite de ça, le lendemain, j'ai encore un petit besoin parce que j'ai pas réussi à imprimer comme il faut mon truc de retour. Là, je m'en vais sur votre site et je vous parle sur le chat en ligne. J'ai pas envie de recommencer mes questions, de recommencer à savoir qui. J'ai besoin que la personne sur le chat en ligne ait les informations nécessaires pour me reconnaître puis reprendre la conversation là où je l'ai laissée. Donc, c'est important que tout ça se parle ensemble. C'est ce qui assure que mon expérience est omnicanale est parfaite. Et puis finalement, rapidement, le point de vue de la rétention. Maintenant que le client a acheté, il a reçu son colis, comment faire pour qu'il réachète 26 fois dans l'année chez nous? C'est ce qu'on veut établir avec la rétention. Comment faire pour que le client parle de nous à tous ses amis, qui deviennent un ambassadeur et qui deviennent éventuellement le meilleur client qu'on a jamais eu de notre vie. Donc, c'est la partie de la rétention. C'est passé vraiment rapidement le tunnel de vente. Ce que je propose, c'est qu'on prenne juste un petit peu de temps pour décortiquer davantage le tunnel. J'ai une petite slide ici, pardon, qui est en anglais. Je m'excuse pour l'anglais. En fait, j'ai parfois des petites documentations que je prends là, sur des sources que j'aime beaucoup. Par exemple, ça vient de mon portail de Shopify Partner. C'est en anglais. Je ne vois pas l'intérêt de les réécrire ou de les refaire quand ils sont si bien faits, mais on va quand même passer au travers de tout ça. Donc, rapidement, on voit c'est les mêmes 5 points. Si on part du début, on a le awareness, donc la sensibilisation. Dans ce cas-ci, on a quelqu'un qui veut acheter des nouveaux souliers. Ça tombe bien, c'est le même exemple que j'avais mentionné tantôt, donc on n'est pas trop perdu. Et cette personne-là clique sur une publicité et arrive sur une page d'atterrissage sur notre site. Donc, l'awareness est faite. À ce moment-là, on arrive sur le site. La personne, ensuite, rentre dans la considération, elle se met à naviguer sur le site. Considération fait, j'ajoute au panier un article. Ma paire de souliers est ajoutée au panier. J'ai trouvé ce que je cherchais. Le prix fait bien du sens et tout est beau. J'arrive au niveau de l'acquisition. Je m'en vais je passe à la caisse. J'arrive, je fais la transaction, je passe ma carte de crédit, je procède à l'achat. J'arrive sur une page de remerciement, donc la page qui confirme tout est beau, la transaction a été faite, tout est accepté. Là, j'attends chez moi, on m'a dit que le shipping allait arriver de 2 à 3 jours. J'attends de recevoir ma paire de souliers finalement. Je reçois donc ma paire de souliers. Je suis encore dans le point de vue de l'acquisition à ce moment-là. Je n'ai pas transféré dans une autre partie. C'est encore pour moi de l'acquisition parce que j'ai fait un achat, oui, mais je ne suis pas encore satisfait. Donc, je reçois mon paquet, j'essaie les souliers, ils ne fitent pas, ils ne fonctionnent pas, je n'ai pas la bonne taille. Donc là, je me dis, maudit, qu'est-ce que je fais? Je vais sur le site, j'ai besoin de retourner ma paire de souliers. Donc là, j'arrive au niveau de la service après-vente. Je vais faire un retour. Là, on précise ici en plus que le processus il est complexe, il n'est pas facile. Donc, petit côté ici qui est négatif. J'ai besoin d'appeler le service à la clientèle. Donc, je réussis à trouver le numéro de téléphone. J'appelle la préposée au service. C'est super sympathique. Elle répond à toutes mes questions. Je démarre donc le processus de retour. J'attends une confirmation. J'attends mon crédit. Je suis remboursé. Je suis content finalement. Je me rachète une paire de souliers. Tout est beau. Je mets ma paire de souliers, je passe une semaine, j'oublie complètement qui vous êtes parce que tout ce que j'ai, c'est ma paire de souliers, puis j'ai tout oublié le reste. Là, je reçois un message par courriel de votre entreprise. Je dis, ah, ben oui, non, ça, c'est vrai, j'avais acheté chez vous. Donc, je reçois un courriel qui me mentionne, hey, es-tu satisfait? As-tu des problèmes? Veux-tu nous laisser un avis? On en reçoit tout de ça. On est rendu au niveau de la loyauté. On veut que les gens continuent à penser à notre marque. Donc, on leur donne, et en plus, on aimerait ça qu'ils nous laissent un avis parce que c'est très important d'avoir des avis sur notre site.
Je laisse un avis, je reçois un crédit de 10 je refais un nouvel achat, je deviens un client loyal. Donc, super rapidement, j'ai tout déboulé ça, mais le, le- le parcours du client vient d'être fait à ce niveau-là. Ce que je propose ensuite, c'est on a passé le funnel classique rapidement. On a fait un aperçu un petit peu plus décortiqué d'une expérience dans le funnel. Je vous propose de l'exploser encore davantage pour voir qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce funnel-là qu'on n'a pas discuté encore. Et voici le schéma qui donne un peu mal à la tête. Personnellement, c'est un de mes tableaux favoris. Honnêtement, j'étais en train de regarder la possibilité de me le faire imprimer, de l'encadrer. Il y a tout là-dedans. C'est super bien monté, malgré qu'il donne mal à la tête. Je ne sais pas si vous voyez bien les textes. Là, je vais le passer rapidement. Évidemment, je ne vais pas le décortiquer au complet. Pour ce tableau-là, en fait, c'est vraiment tous les touch points, donc tous les points dans votre expérience d'achat où le client a un contact quelconque avec votre marque. Donc, c'est vraiment tous les endroits où la personne pense à vous d'une quelconque façon parce qu'elle est en train d'effectuer une action ou de recevoir ou de se faire parler euh, sur votre plateforme ou en dehors de votre plateforme également. Donc, juste pour faire un petit exemple, on voit avec les différentes couleurs, c'est les mêmes processus que tantôt, là, c'est les mêmes niveaux dans le tunnel. Par exemple, si on parle d'un client qui voit une publicité qui est le premier point, ben, on voit que ça, c'est mauve parce que c'est à l'étape de l'awareness. Et dans ce cas-ci, par exemple, une publicité, ça impacte les gens qui travaillent au marketing. Donc, c'est les gens de marketing qui ont fait qu'il y ait une publicité. Donc, c'est le niveau supérieur qu'on affecte. C'est non seulement c'est toutes les étapes qu'on touche, mais il y a également sur l'autre niveau du tableau qui gère ça. Puis ça touche, c'est qui dans l'équipe qui doit s'assurer que ça, c'est bien fait. Par exemple, si on parle d'une infolettre, il y a un touchpoint au niveau du moment où je reçois une infolette, mais l'infolette est faite par l'équipe marketing qui doit la penser, elle est faite par l'équipe de design et de rédaction qui doivent la construire, elle est faite aussi par l'équipe de support à la clientèle qui, eux, vont probablement monter des infolettes, par exemple transactionnelles ou d'informations qui vont vous servir à vous aider pour votre processus d'achat. Fait aussi par l'équipe qui gère les produits, parce que c'est eux qui déterminent c'est quoi les produits qu'on met dans les infolettes, c'est qu'est-ce qu'on veut pousser. Donc, c'est un bon petit tableau là, qui vous aide à comprendre à quel point il y a beaucoup de différentes étapes dans votre expérience e-commerce où les gens vont avoir une interaction. Des fois, on n'y pense pas, mais je refais un petit peu sur ce que je disais tantôt. Des fois, on n'y pense pas, mais le moment où je reçois ma boîte chez moi, finalement, ben, ça, c'est un contact direct avec votre marque. C'est mon expérience est 100% en train de se passer au moment où je reçois ma boîte. Vous n'êtes pas là, je ne suis pas à votre magasin, je ne suis pas sur votre site, je ne suis pas en train de parler avec aucun des employés. Je suis juste en train de recevoir ma boîte chez moi, puis ça, c'est déterminant de mon expérience à ce moment-là. Donc, ce tableau-là, il va faire partie de la présentation, inquiétez-vous pas. Je vais remettre la présentation à la fin, donc vous allez pouvoir l'étudier. Sinon, je pense que ça se trouve sur Internet quelque part. Donc, je vous conseille de garder ce tableau-là pas très loin, de le regarder. Ce qui est vraiment important de ressortir de ce tableau-là, ou du moins d'analyser, c'est toutes les étapes cruciales où vos clients à vous et, vont justement toucher, puis qu'on n'y pense pas nécessairement. De se dire, ben, peut-être qu'il y a une drop dans mon expérience e-commerce à un certain niveau. Par exemple, ma Thank You page, donc ma page de remerciement, peut-être qu'on n'y pense pas à cette page-là. Elle a été développée à un moment donné par la personne qui a fait notre site, puis on n'y a jamais touché. Peut-être qu'elle a un bug, peut-être qu'il y a une problématique à ce niveau-là. Elle n'est pas traduite, puis là, ça, les gens n'aiment pas ça, puis ça peut donner un effet négatif là, sur notre expérience. Mais c'est important d'avoir en tête que ça fait partie de l'étape du funnel d'achat. Donc, c'est un bon petit aide-mémoire. Évidemment, vous n'avez pas nécessairement toutes ces étapes-là sur votre commerce. Ça dépend de votre taille, de votre envergure, de ce que vous voulez accomplir et tout. Mais bon petit aide-mémoire.
Donc, ceci étant dit, ça me mène à la prochaine slide que j'aime bien. Donc, je vous ai mis des petites images classiques des très fameux pop-up qu'on retrouve sur à peu près n'importe quel site de e-commerce. Je me suis même gâté la petite roue chanceuse que j'adore et qui est très mitigée, mais que personnellement, je l'utilise et ça performe très, très bien tout le temps. Je vous ai mis un petit scénario ici, là. Donc, je vous entends déjà me dire j'offre pourtant un bon rabais aux utilisateurs à leur première visite. C'est le meilleur prix possible pour mon produit. Pourquoi les gens n'achètent pas sur mon site? Les gens arrivent sur mon site, je leur dis hey, tu as 20 de rabais, là, achète. Tu n'auras jamais un meilleur prix sur mon magasin. Pourquoi les gens n'achètent pas? Parce qu'il y a beaucoup d'autres étapes que le prix ou l'économie qui impactent le comportement d'un utilisateur. Je ne pense pas vous apprendre quoi que ce soit à ce niveau-là. Mais le prix, c'est pas tout. Les gens, aujourd'hui, ne magasinent pas juste par le prix. Les gens qui magasinent uniquement pour le prix risquent même pas de tomber sur votre site parce qu'ils vont aller sur Amazon. Parce que la loi de la normalité veut que sur Amazon, tous les prix sont tout le temps le meilleur prix parce qu'il y a tellement de compétition. J'ajoute une petite phrase à ça qui est l'expérience est maintenant plus importante que les produits. En fait, les produits sont des expériences. C'est fort probablement la phrase la plus pelletage de nuages que je vais dire aujourd'hui, du moins j'espère. Mais elle a quand même un bon fond qui est assez important à comprendre pour la façon dont les clients magasinent aujourd'hui. Les gens aujourd'hui ne magasinent pas juste des produits, ils vont magasiner une expérience. Si je m'attarde rapidement là-dessus, vous êtes probablement vous-même coupable de ça. Ça va m'arriver souvent, moi, personnellement, d'acheter en ligne, acheter dans des magasins locaux, en personne, peu importe, uniquement parce que j'aime tellement ça, magasiner chez cette marque-là. Je les aime, je veux les encourager, je veux qu'ils prospèrent. Donc, dès qu'ils ont une vente, dès qu'ils ont quelque chose, je n'en ai pas besoin d'un nouveau chandail avec leur logo dessus, mais je suis tellement fier de me promener dans mon quartier local avec le logo de cette entreprise-là sur mon beau chandail tout doux. J'ai pas acheté le produit, j'ai acheté la marque, j'ai acheté l'expérience. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est juste pour vous démontrer qu'aujourd'hui, c'est vraiment plus juste les produits qui sont importants. Si je pousse un petit peu plus cette idée-là, c'est le tableau que je vous ai parlé là, au début que j'aime vraiment beaucoup. Ce que j'ai mentionné, là, c'est l'offre peut être bonne, mais si l'utilisateur manque de motivation pour acheter, on se fout à quel point le produit n'est pas cher. Je m'explique. Le tableau qui est ici, qui est super intéressant, mais qui est définitivement pas mathématiquement exact, aussi inexact que le mot que je viens d'inventer à cet instant même. Ce qu'on voit ici sur ce tableau-là, c'est d'une part, là, sur la ligne verticale, c'est la motivation que le client a à acheter. Et sur la ligne horizontale au bas, c'est le niveau d'effort que notre client a à faire afin d'acheter. Et ensuite, on a une petite courbe là, qui est en forme de banane au milieu. Au niveau de la courbe, en fait, ce qu'on a, c'est ce qui est au-dessus de la courbe, c'est la probabilité qu'effectivement, ce que je vais faire sur mon site, les triggers qu'on dit, donc c'est n'importe quelle action que je vais apporter afin de convaincre mon client d'acheter risque de fonctionner. Ce qui est en bas de la courbe, ça risque de ne pas fonctionner pour différentes raisons. Quand je parle de motivation, ce que je veux dire par là, c'est par exemple, un exemple d'un client qui a une motivation haute, ce serait quelqu'un qui, comme moi tantôt, j'ai brisé ma paire de souliers favoris, j'en veux une autre paire pareille, je suis très motivé à m'acheter exactement la même paire, même s'il n'est pas en rabais, peu importe si où je l'achète, même si je l'achète sur Amazon puis que je donne de l'argent à la grosse corp, tout ce que je veux, c'est ma paire. Ma motivation est excessivement haute. Je veux juste trouver exactement la même paire avec la même pointure. À ce moment-là, je suis tellement motivé à acheter ma paire que je suis à l'aise à même faire un petit peu plus d'efforts à aller sur un site qui est moins beau, qui est moins agréable, de ne pas encourager une marque, de ne pas de peut-être même pas encourager l'écologie de mon action d'acheter en ligne et de me faire shipper une boîte par des voitures et des avions.
Tout ce que je veux, c'est ma paire. Donc, je suis prêt à être assez bas au niveau de assez haut au niveau de mon effort, ce qui fait que je me classe assez facilement dans mon processus d'achat. Contrairement à quelqu'un qui n'est pas motivé, c'est quelqu'un qui, je suis en train de naviguer sur Instagram, par exemple. Puis je suis juste dans l'autobus, puis j'attends d'arriver à destination. Puis là, je vois un produit, puis je vois une publicité. J'ai aucun besoin, je ne connais pas la marque, mais par curiosité, je vais aller dessus. Ma motivation à ce moment-là est assez basse. Si en plus j'arrive sur un site que je ne connais pas, avec pas vraiment l'intention d'acheter, et qu'on m'offre une expérience qui est difficile, qui a plein de frictions, très, très peu de chances que j'achète sur le site à ce moment-là. Par contre, si j'ai une très, très basse motivation, mais que j'arrive sur la plateforme et que c'est magnifique, que l'expérience est super fluide, j'ai un rabais facile, la première fois que j'arrive là, on me donne de l'argent. Mais là, mon effort est assez minime, mais j'ai quand même une chance d'acheter à ce moment-là parce que je suis en train de vivre de quoi d'agréable. Donc, je vais juste me laisser impulsivement border dans cette expérience-là. J'ai des petits scénarios qu'on peut se mettre là-dessus qui sont assez intéressants. Par exemple, si j'ai un client potentiel qui, qui arrive sur mon site, il n'y a pas de besoin pressant. En fait, lui, il était, il naviguait sur les réseaux sociaux, puis il a vu une belle petite bannière avec un bébé chien. Il a trouvé tellement cute. Puis ça, c'est une bannière sur votre site. Vous vendez des laisses et des colliers pour chiens, par exemple. Donc là, la bannière était super belle. J'ai jamais vu votre marque. Première exposition que j'ai de vous. J'arrive sur votre site, je commence à naviguer dans les produits. J'arrive là, puis ça fait même pas 5 secondes que je suis sur votre site, il y a un pop-up qui apparaît qui me donne un rabais. On a déjà vécu ça, là, les pop-up qui arrivent super rapidement. Puis là, j'ai comme, OK, un peu, je ne sais même pas c'est quoi vos produits. Tout ce que j'ai vu, c'est une bannière avec des bébés chiens. Tu sais. Et là, on me donne un rabais sur je ne sais même pas quoi. Et là, pour avoir accès au rabais, il faut que j'aille me créer un compte. Il faut que je trouve comment me créer un compte parce qu'il n'y a pas de bouton sur le pop-up. En même temps, je dois m'abonner à l'infolette parce que je dois recevoir un courriel, parce que je dois ensuite, en m'abonnant à l'infolette, je reçois une double vérification par email. Je dois confirmer que oui, je voulais effectivement m'abonner à l'infolette. C'est pour ça que j'ai mentionné sur le site que je voulais m'abonner à l'infolette. Et là, je reçois un autre courriel avec un code coupon que je dois copier. Puis là, j'arrive sur le site, je navigue, je découvre finalement c'est quoi les produits. J'en ajoute au panier, j'arrive au checkout, puis là, je dois coller mon coupon que j'avais mis dans mon courriel pour avoir accès à ce rabais de 15 Beaucoup d'efforts pour quelqu'un qui a vu une pub et qui n'était pas très motivé à acheter, il était juste motivé à savoir c'était quoi le bébé chien. Dans ce cas-ci, on se retrouve avec une motivation moyenne, je dirais, mais avec un niveau d'effort assez intense, ce qui nous classe quelque part dans le bas à gauche, là, dans le tableau. Très, très, très peu de chances que mon pop-up convertisse. Pour l'effet contraire, si je prends un autre exemple, je reprends le même client, même scénario, il est sur Instagram, photo de bébé chien, super cute, tu cliques dessus, j'arrive sur le site, commence à naviguer dans les produits, mais là je navigue, là, je prends conscience des produits, je les trouve quand même intéressants. Puis là, je navigue dans toutes les laisses et les colliers pour chiens. C'est beau, ça a l'air de la qualité, il y a des beaux reviews. Je passe quelques pages, puis là, il y a un pop-up qui arrive, comme tantôt. Par contre, ce pop-up-là, il ne mentionne pas tout ça, mais le pop-up laisse comprendre tout ça parce que la personne qui l'a rédigé est vraiment bonne. Là, le pop-up, lui, ce qu'il dit, c'est Hey, on espère vraiment que tu apprécies ta première visite sur notre site. En passant, tu sembles être intéressé par les laisses pour chiens. Savais-tu que tu obtiens 10 à ta première commande pour ce genre de produit-là? Puis le rabais, là, il est ajouté automatiquement à la caisse. Tu n'as rien besoin de faire. Plusieurs éléments sont pertinents ici. Premièrement, on a un texte sympathique qui donne l'impression d'être sollicité directement. C'est très personnalisé. On arrive, puis le pop-up sait que c'est ma première visite. Il sait que je suis intéressé par les laisses pour chiens parce que c'est sur ça que je navigue. Donc, c'est super intéressant. Deuxièmement, on offre un rabais, toujours agréable. On a un rabais, c'est cool.
Troisièmement, on donne l'impression que c'est un rabais qui s'applique exactement sur mon besoin. Quel addon, je serais bête de ne pas acheter ça. J'ai un chien, j'aime leur laisse pour chien, ça donne qu'il y a un 10 c'est les laisse pour chien. On n'a pas dit que c'était juste sur les laisses pour chien, mais de la façon dont on l'a mentionné, on laisse un peu comprendre à la personne que hey, tu as 10 si tu achètes des laisses pour chien. Fait que ça donne une espèce d'effet de personnalisation supplémentaire. Puis en quatrièmement, on a besoin de faire aucun effort. Le rabais, il t'ajuste automatiquement au checkout. J'ai rien besoin de faire. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est sortir ma carte de crédit, puis j'économise sur quelque chose qui, en bout de ligne, je n'avais pas besoin, mais ça, on l'a déjà oublié parce que c'est si magnifique comme site. J'ajoute une petite note là-dessus. Dans ces 4 étapes-là, il n'y a pas d'inscription à l'infolette. Nous, on a un besoin, on veut que les gens s'inscrivent à l'infolette. Il va y avoir d'autres moments pour ça. Ce n'est pas nécessairement le moment directement d'infliger une infolette. Les gens qui vont s'inscrire dans le premier scénario à l'infolette, ils vont s'inscrire juste pour avoir un rabais. Fort probablement que c'est des personnes qui vont être dans votre banque et qui vont très, très peu ouvrir. Eux, tout ce qu'ils voulaient, c'est le code. Après ça, si l'expérience est moyenne et ils ne tombent pas en amour avec votre marque, ils n'auront pas d'intérêt. Contrairement à un client qui en ce moment vit une belle expérience, qu'on lui offre un rabais, brisons pas son expérience actuellement. Il y a beaucoup d'autres étapes au moment de sa navigation. Il est juste en train de naviguer des produits. Il n'a rien acheté au panier. Il n'est pas encore allé dans la caisse. C'est juste sa première visite. Il va y avoir d'autres moments pour lui proposer de s'abonner à l'infolette. Donc, en ce moment, tout ce qu'on veut, c'est faire l'acquisition d'un nouveau client et qu'il soit satisfait. Donc, à ce moment-là, avec le petit pop-up qu'on a eu, ben, on a le même niveau de motivation. La personne n'a pas plus envie d'acheter qu'avant. Par contre, on réduit considérablement la courbe de l'effort, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de chances que nos triggers fonctionnent. Puis là, j'ai un petit exemple rapide à la fin, un petit changement. Si par exemple, même client, Instagram, bébé chien, clique, content, il y a un chien, il veut une laisse. Il consulte des pages, il magasine des produits. Puis là, à un certain moment, il y a une fenêtre de chat qui ouvre. Donc, on a déjà vu ça. Des fois, c'est un trigger par chat qui s'ouvre. Et puis là, il y a un employé qui parle par chat puis qui mentionne Hey, savais-tu qu'à chaque semaine, on publie les photos des fidèles compagnons de nos clients qui arborent nos magnifiques colliers? C'est super simple si tu veux qu'on mette en vedette ton petit amour de chien. Tout ce que tu as à faire, c'est partager un avis puis une photo, puis avec ton partenaire canin. Et nous, on va le publier sur nos super réseaux sociaux que de toute façon, je sais que tu arrives de nos réseaux sociaux, donc tu les as consultés et sont assez populaires, donc tu as envie. Les gens aiment ça, exposer leurs animaux. Et en plus, ça te donne droit à un beau rabais pour ton prochain achat, ça te tente. Je pas écrit tout comme ça, on s'entend. Il y a une rédaction qui fait qu'on sous-entend tout ce que je viens de dire là. Mais ce que ça nous amène à ce moment-là, c'est en fait, j'ai un petit moment de réflexion. Qu'est-ce qu'on vient de faire ici de différent comparativement au deuxième scénario? Premièrement, on vient de personnaliser l'expérience encore plus parce que là, on vient de toucher une petite corde sensible de l'individu parce que ce trigger-là, ce qu'il fait, il sait que j'arrive des réseaux sociaux, il sait que ma source, c'est Instagram. Donc, il y a fort sont les chances que je suis une personne qui consulte des réseaux sociaux. Donc, peut-être que j'aime aussi publier sur les réseaux sociaux. On sait que je magasine pour des produits pour chiens. On sait que j'arrive d'une publicité qui exposait des bébés chiens. Donc, probablement que j'aime les chiens et que j'aime ça être un petit peu cucu avec mon animal domestique, si on peut dire ça. Deuxième point, on vient aider un des objectifs de votre commerce qui est de créer du user-generated content, donc du contenu généré par les clients. Ce qu'on veut ici, c'est que les gens nous laissent des avis. On sait que les avis, c'est super important. Les gens aiment avoir l'avis de d'autres personnes sur les produits pour savoir si c'est un bon deal qu'ils vont faire. Et en plus, on vient se créer du contenu photo qu'on peut réutiliser sur nos réseaux sociaux. Ça nous crée du contenu presque gratuit si on veut. En troisième point, on offre un rabais encore. Par contre, on offre juste un rabais sur un client qui est maintenant fidèle parce qu'on n'offre pas ce rabais-là, il n'est pas sur la première achat. On va lui offrir un rabais
après qu'il nous ait envoyé, une photo puis un avis. Donc, le coût d'acquisition se fait après l'acquisition, ce qui est quand même intéressant. Par contre, ça vient aider à faire l'acquisition d'un client. Puis, quatrièmement, selon le tableau, ce qu'on vient de faire ici, c'est qu'on vient contre-intuitivement, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient d'augmenter l'effort. C'est pas mal plus compliqué d'envoyer un avis, puis d'envoyer une photo, que de juste arriver au checkout et d'avoir un coupon. Puis en plus, mon rabais, je ne l'ai même pas tout de suite. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a grandement augmenté la motivation de la personne parce que là, on lui offre de mettre son animal en vedette, on lui parle directement, c'est super sympathique. On vient d'augmenter la motivation, donc on vient se retrouver un petit peu plus au milieu, mais il y a encore des grandes chances qu'on soit en haut de la ligne. Donc, ceci étant dit, c'est un des gros scénarios là, pour la motivation et l'effort. Je considère que c'est super important de penser à ce genre d'éléments-là. Mais là, maintenant, on parle de trigger, on parle de chat, on parle de pop-up et tout. On parle d'offres de rabais. Comment est-ce qu'on fait pour trouver les meilleurs moments, les meilleurs clients, les meilleurs triggers, les meilleures offres? Comment est-ce qu'on fait pour trouver ça? C'est à ce moment-là qu'on entre dans la partie comprendre ses utilisateurs. C'est à ce moment-là que c'est super important parce que chaque expérience e-commerce est différente. Chaque magasin est différent, chaque offre est différente et chaque client est différent. C'est pour ça qu'il faut comprendre à qui on s'adresse puis c'est qui est enclin à acheter chez nous. Première slide, je ne sais pas si qui d'entre vous ont déjà consulté ce rapport sur Google Analytics. Puis qui d'entre vous déteste consulter ce rapport-là? Je suis le premier coupable. C'est un tableau que je déteste vraiment. Il est vraiment moche. Il est compliqué. Il est souvent mal connecté. Mais c'est un tableau super important. Donc, rapidement, pour ceux qui ont jamais vu ça de leur vie, c'est quoi ce tableau-là? Donc, c'est quelque chose qu'on trouve sur Google Analytics. Donc, c'est vraiment de la donnée qui vient de votre site web. Et c'est un funnel, si on veut, de toutes les étapes, de toutes les pages qui consultent les clients vraiment sur votre site en ce moment. Donc, par exemple, si on voit le premier niveau qui est la starting page, donc la page de départ, habituellement, le plus gros morceau de ça, ça va être votre page d'accueil, comme sur l'exemple. C'est pour ça qu'il y a juste un petit slash. Donc, ça, c'est la page d'accueil. Et ensuite, ça vous dit, ben, c'est quoi les pages qui sont consultées après la première interaction? Donc, c'est quoi la deuxième page? C'est quoi la troisième page? C'est quoi la quatrième page? Donc, ça nous permet de voir sur votre tunnel de site web au complet, c'est quoi les pages qui sont visitées. C'est super intéressant pour savoir c'est quoi les pages qui sont les plus populaires. Mais ce que ce rapport-là nous dit de super pertinent, c'est pas juste c'est quoi les pages populaires, puis c'est quoi l'ordre des pages. Ce qui est super pertinent avec ce tableau-là, c'est qu'il nous mentionne à quelle page et à quel moment nos utilisateurs drop. Donc, à quel moment nos utilisateurs quittent notre site, s'en vont. Bye bye, c'est terminé l'expérience. Puis c'est exactement à ces endroits-là qu'on doit se concentrer. Donc, les drops, là, les moments où les personnes quittent, c'est tous les points rouges. Donc, quand c'est en rouge, ce que ça signifie, c'est bye bye, l'utilisateur est parti de votre site. C'est là-dessus que c'est important de se concentrer parce que ce que ça nous dit, c'est qu'il y a fort probablement une friction à cet endroit-là qui fait que les gens quittent et ne poursuivent pas leur expérience. C'est-tu un problème d'expérience? C'est-tu un problème de UI, donc d'interface? Est-ce que c'est un problème de prix? C'est un problème de motivation? C'est un problème que mon offre était peut-être pas celle-là que j'avais mentionnée dans la publicité qu'ils ont vue, puis ils sont déçus, puis ils ne se retrouvent pas? C'est tout ça qu'on doit se poser comme question et on doit aussi analyser quoi faire pour que l'utilisateur pousse plus loin son expérience à ce moment-là. Qu'est-ce que je fais pour que les gens arrêtent de quitter? Sur ça, je vais me prendre une bonne petite gorgée d'eau. Parfait, je me sens mieux. Sinon, petite slide rapide ici pour le même type d'analyse qu'on peut aussi utiliser des logiciels ou des services de heatmap ou de recording, donc de carte de chaleur ou d'enregistrement. Par exemple, moi, j'aime beaucoup utiliser Hotjar. C'est exactement l'exemple qui est ici. Dans la portion de gauche, c'est vraiment une carte de chaleur. Donc, c'est
l'outil qui enregistre parmi toutes les sessions que j'ai eues sur mon site, c'est quoi les endroits sur ma page où les gens vont cliquer. Ça va nous permettre d'utiliser, de comprendre, ben, c'est quoi les endroits qui sont le plus cliqués sur ma page. Ça va aussi me permettre de savoir, ben, est-ce que ça arrive que les gens vont cliquer à des endroits où est-ce qu'ils ne devraient pas cliquer, comme par exemple, on voit là, un petit point mauve juste à droite du mot collier. Il n'y a rien là, il n'y a pas de bouton, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui ont cliqué à cet endroit-là. Là, on peut en comprendre dans ce moment-ci que c'est en mobile, donc c'est probablement que les gens ont cliqué là pour scroller. Ça semble être pas mal l'endroit où je mettrais mon pouce pour scroller la page. Mais c'est pertinent, dans le fond, de savoir justement toutes ces étapes-là de OK, qu'est-ce qui se passe sur ma page? Est-ce que les gens se rendent plus bas? Est-ce que les gens naviguent vraiment dans ma page? Et dans la portion de droite, c'est juste un tableau avec tous des enregistrements. Un enregistrement, c'est carrément la session complète de mon utilisateur est enregistrée. On voit sa souris, on voit où est-ce qu'il va, on voit toutes les pages qu'il fait, c'est quoi l'expérience complète. Ces enregistrements-là sont super pertinents parce qu'ils nous permettent de comprendre ben, c'est quoi les frictions qu'il y a eu jusqu'au moment où est-ce que l'utilisateur a quitté. Sa session allait bien, ça faisait 10 minutes qu'il était sur le site. Il a fini par quitter. Pourquoi? Là, on peut analyser carrément cette session-là puis essayer de faire des corrélations puis des constats là, sur la masse de nos utilisateurs puis de comprendre, OK, ça fait 4 vidéos que je regarde, ça fait 4 personnes qui arrivent à un endroit puis qui ont l'air d'avoir une frustration puis qui cliquent sur un bouton qui mène à rien puis qui mène à une page 404, une page d'erreur. Je ne savais pas ça. Maintenant, je le sais parce que j'ai écouté les recordings. Tout ça, ça va vraiment nous aider à améliorer l'expérience globale sur le site. Donc, grosso modo, ces analyses-là, à quoi ils vont servir d'intéressant, c'est OK, j'ai des problèmes, je le sais parce que j'ai des statistiques, je sais parce que j'ai des enregistrements. Donc, il y a quelque chose qui se passe là. Donc, ça peut me permettre d'améliorer mon expérience globale. Mais pour être vraiment optimal, c'est encore plus important de comprendre c'est qui est notre client parce que là, je vais réparer l'expérience que moi, j'ai projetée sur mon site d'avance. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui viennent sur mon site, c'est les personnes que je veux qui naviguent sur mon site. Donc, au niveau de comprendre qui est notre client, c'est le moment où je passe à la slide des personas, les bons vieux personas. Les personas, c'est ceux-là qu'on accroche dans le corridor au bureau, qu'on oublie après 2 semaines, puis qu'on refait faire l'année d'après par une autre agence de branding. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui reconnaissez ce pattern-là, mais c'est souvent ça qui va arriver. Je ne ferai pas vraiment différent là, de mon côté. Je vais aussi vous parler de personas et je vais aussi vous mentionner que c'est important de faire des personas, de bien les faire et de les garder en tête et de les utiliser. Par contre, je vais miser sur une étape de plus qui, selon moi, est super importante et qui vient vraiment aider cette partie-là. Rapidement, pour les personas, s'il y en a qui ne sont pas familiers avec ça, c'est en fait une étape de recherche qui sont faites afin de déterminer c'est qui les clients qui viennent sur mon site, mais vraiment de faire un portrait précis de qui sont, par exemple, mes trois clients typiques. Donc, ça peut être, puis on veut vraiment mettre une photo, un nom, un âge, vraiment tout le portrait démographique de la personne, le raison de pourquoi est-ce que, c'est quoi ses passions, pourquoi est-ce que cette personne-là vient sur notre site, pourquoi est-ce qu'elle l'achèterait, par exemple. C'est vraiment, là, on veut Steve, 29 ans, qui tripe sur telle affaire, et on veut aussi savoir qu'il y a aussi Martin, 58 ans, qui lui aussi me navigue sur mon site pour une toute autre raison, mais c'est aussi un client. Donc, les personas, c'est vraiment un portrait. Là. On veut vraiment que ce soit des fausses vraies personnes. C'est vraiment utile, en fait, à tous les moments parce que c'est ces personnes-là qu'on garde en tête quand on va faire des activations marketing, des stratégies, des pubs. On veut vraiment s'adresser à quelqu'un. Quand on crée des personas, ce qu'on veut, c'est apprendre à connaître les principaux types d'utilisateurs. On veut synthétiser les profils, les objectifs, les besoins et les craintes de nos utilisateurs. Et on veut faire des personas qui sont crédibles et représentatifs. Ça, c'est la base. C'est la base de faire un persona.
Mais à ça vient s'attacher un élément qui est, selon moi, encore plus important parce qu'un persona, c'est une chose, c'est une audience, c'est important, mais ils viennent faire quoi sur le site concrètement? Et c'est là que j'entre là-dedans l'idée des parcours. Quand je parle de parcours, là, dans le fond, ce qu'on veut faire ici, c'est identifier toutes les étapes et les phases des différents parcours types que nos clients vont faire sur notre site. On veut noter c'est quoi les frictions, pas les fictions, mais bien les frictions, et les opportunités que ça nous apporte pour optimiser notre site. Puis on veut faire des parcours qui sont vraiment projetés, vraisemblables et complets sur notre expérience. C'est une chose de savoir c'est qui nos clients, puis c'en est une autre de savoir comment adapter tout notre tunnel de vente pour ces personnes-là. À quoi ça ressemble? Ça va ressembler à des tableaux un petit peu plus complets comme ça. Donc, on retrouve nos personas, mais on va aussi retrouver à ce moment-là vraiment beaucoup de détails sur qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous, ces personnes-là. Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils désirent, c'est quoi leur frustration, c'est quoi les opportunités, c'est quoi leurs émotions par rapport à notre contenu. On veut vraiment tout savoir par rapport à nos personas et qu'est-ce qu'ils font sur notre site. Si j'ai un petit exemple ici, dans ce cas-ci, on a Clément, 54 ans. Lui, son profil, c'est l'amateur. C'est un amateur. Dans ce cas-ci, c'est pour une boutique de café, qui vend des machines à café. Donc, Clément, lui, c'est un amateur de café. Son objectif principal, c'est de remplacer sa machine à café qui est brisée. Il en veut une meilleure qui va plus répondre à ses besoins. Clément, lui, a aussi un objectif qui est secondaire, qui est d'avoir tous les accessoires nécessaires puis d'acheter du café de qualité. Donc, Clément, lui, c'est ce qu'il fait. Puis là, on retrouve à droite quelque chose qui ressemble drôlement à notre funnel d'acquisition de tout à l'heure. Donc, ce qu'on vient ici, là, je ne passerai pas en revue tous les points, mais ce qu'on vient faire ici, c'est vraiment des objectifs et les sous-étapes de Clément. Qu'est-ce qu'il fait quand il est au niveau de la recherche, donc au niveau de l'awareness? Ben, lui, dans le fond, son objectif, c'est il veut faire une première sélection selon ses besoins et son budget. Il veut tâter le marché, puis voir, lui, il n'a pas acheté une machine à café, ça fait 20 ans. Fait que là, il veut savoir, se remettre au bout du jour, comprendre c'est quoi les machines aujourd'hui, les prix, les qualités et tout. Fait qu'est-ce qu'il fait? Il va demander des conseils à ses amis, il va rechercher sur Google machine à café. Il va comparer les modèles, il va lire les avis, il va s'informer. Ensuite de ça, il va passer au moment décisionnel. Donc, il va valider son choix en voyant les machines et un conseiller peut-être même. Lui, il vient de faire une sélection, il comprend les prix, il comprend les machines, mais là, il est ici entre différents modèles, il ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va acheter. Donc, il va comparer les boutiques, il va comparer les différents compétiteurs, il va se rendre peut-être même dans la boutique physique, il veut parler avec un conseiller, il veut se faire conseiller par un spécialiste. Ça, c'est vraiment l'expérience de Clément. Ensuite de ça passe l'achat, la réception et la rétention. Et tous ces objectifs et ces étapes-là sont propres à Clément, 54 ans, qui est l'amateur. Donc, on peut penser justement, puis des points par exemple qui sont pertinents, ben, tu sais, Clément, dans ses objectifs de valider ses choix, dans le haut, il va se rendre en boutique. Lui, il veut se rendre encore, il aime ça, il veut se faire conseiller par un spécialiste. Il ne va pas avoir une expérience uniquement web, mais c'est important de savoir que Clément a démarré sa recherche sur le web. Il va peut-être même la finir sur le web, mais quelque part dans son processus d'achat, il s'est rendu en magasin. C'est important de prendre ça en compte, c'est important qu'on lui offre cette opportunité-là simplement. Lui, s'il est sur le site et qu'il recherche s'il y a un magasin le plus proche, il faut qu'il puisse le trouver. Donc, il faut penser un petit peu à tous ces étapes-là jusqu'à la fin. Donc, tout est vraiment adapté à Clément. Ensuite de ça, parce qu'il n'y a pas juste les objectifs qu'on veut faire avec le parcours. Là, je tombe dans le profil de Étienne, 23 ans, qui est le passionné. Mais sachez que toutes les personnes ont tous ces étapes-là, c'est juste parce que j'aime ça changer de visage une fois de temps en temps. Donc, Étienne, lui, le passionné, il veut acheter aussi la machine de ses rêves. Ça va être sa première machine. Il la veut à bon prix parce qu'il
il a 23 ans, il est encore à l'université, il travaille à temps partiel, il n'a pas les moyens de s'acheter la machine de professionnel nécessairement pour mettre dans son petit appartement trop cher. Puis ensuite, donc en bas des objectifs, qu'est-ce qu'on va retrouver pour Étienne? C'est ses émotions à chaque niveau, à chaque étape. Étienne, lui, il est dans son processus décisionnel. À ce moment-là, il est curieux, il est enthousiaste. À ce moment-là, il est enthousiaste parce que il se voit avoir une machine expresso chez lui. Puis il est curieux parce qu'il veut savoir qu'est-ce qui se passe. À ce moment-là, c'est vraiment ses émotions. Au niveau de l'achat, il devient fébrile parce que là, il est content, il va avoir sa machine. Après ça, au niveau de la réception et de l'installation, là, il reçoit, il devient nerveux, il ne veut pas qu'elle brise, il veut qu'il y ait tout, il ne veut pas qu'il y ait d'erreur dans sa commande. Puis il est nerveux parce qu'il doit l'installer. C'est la première machine qu'il possède. Il n'a jamais fait ça, lui, acheter une machine à café. Il n'a jamais fait le processus de nettoyage. Je ne connais pas toutes les étapes d'une machine, mais il y en a. Mais il est comblé aussi. Fait qu'il a double émotion, il est content. Il arrive au niveau de la rétention, là, à ce moment-là, il est content parce qu'il a été aidé, toute sa machine fonctionne. Puis là, il arrive au niveau de la réparation. Sa machine, elle a un bris à coule. Là, il est frustré, il est inquiet, il est impatient. Il va sur le site, il essaie de rechercher tout ce qu'il faut au niveau du service après-vente, service à la clientèle. Puis, il peut éventuellement devenir soulagé parce que sa machine, finalement, c'était pas un gros prix majeur. Il avait juste mal vissé une partie qui faisait que ça coulait. C'était de sa faute. Mais c'est sa première. OK, il ne fait pas d'erreur. Donc, on passe parmi tout le processus des émotions et on passe aussi à l'autre étape qui est les points de contact. Ça, on revient tantôt là, sur le gros tableau qui donnait mal à la tête de tantôt. Les points de contact que Étienne, à chaque étape, va avoir au niveau de la décision. Il voit des pubs, il y a du bouche à oreille, il va consulter des sites des compétiteurs, il reçoit un infolette. Tous les points de contact au niveau de l'achat, il va aller voir sur des sites des compétiteurs. Peut-être qu'il a acheté sur un site des compétiteurs ou il a comparé les prix. Il va sur votre site à vous, il va sur votre boutique. Au niveau de la réception, ben là, ces points de contact vont être son expérience, ça va être le site, ça va être les courriels qu'il reçoit. Donc, tous les différents points de contact liés avec votre site à vous et votre expérience. Je vous avoue que j'en aurais ajouté quelques-uns là-dessus au niveau de la réception et de l'installation, au niveau de, comme je disais tantôt, le point de contact sur la réception de la boîte, les suivis et tout, ça vient un petit peu là-dessus. Autre élément qu'on va mettre dans le parcours aussi, là, on tourne sur Martine parce que j'ai encore envie de changer de visage. Donc, on a Martine, 44 ans. Elle, c'est la revendeuse. Elle a un commerce, elle veut revendre. C'est un service, des fois, on plus au niveau B2B. Donc, Martine, elle recherche des bons offres. Elle veut acheter plusieurs machines pour les vendre dans son magasin à elle. Et là, on a vu les objectifs, on a vu les émotions, on a vu les points de contact et on tombe maintenant aux frictions possibles parce que c'est important de comprendre c'est quoi les étapes où Martine ou Étienne ou Martin peuvent avoir des frictions sur notre expérience. Par exemple, elle, les frictions possibles qu'elle a, c'est elle a peur de faire des erreurs dans les noms ou les codes de produits. Elle a peur de ne pas pouvoir accéder au prix des fournisseurs via le site parce qu'elle ne veut pas acheter une machine au prix B2C, elle ne veut pas acheter une machine au prix que Étienne l'a payé. Elle veut un prix fournisseur parce qu'elle va en acheter 15 des machines. Donc ça, c'est des frictions, c'est ces craintes aussi on pourrait appeler ça des craintes beaucoup. Ça, c'était au processus de décision. Après ça, au processus de commande, elle va en avoir d'autres. Elle peut avoir peur d'engendrer des erreurs de commande à cause du format. Elle peut ne pas avoir de suivi rapide sur l'état de la commande. Donc, plein de frictions, plein de craintes qui sont possibles à ce niveau-là. Et de ça, on va venir ajouter un autre point qui va être les opportunités. Donc, chaque friction, chaque crainte, chaque problème vient apporter une opportunité parce qu'on veut régler cette situation-là. Donc, au niveau des opportunités, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On peut proposer un portail pour les fournisseurs avec leur prix. Donc, Martine qui avait peur de ne pas avoir les bons prix affichés, ben là, on va lui dire, hey, il y a un portail juste pour toi, viens ici, tu vas avoir tous les prix, tous les offres, tu peux nous contacter, tu vas avoir tout ce qu'il faut dans ton portail. Fait là, on vient à toutes les différentes étapes, là, on en a beaucoup. Ça vient être
tout ce qu'on prévoit faire sur notre expérience, notre plateforme, nos réseaux sociaux, peu importe, qui vont venir améliorer l'expérience de Martine ou de Étienne ou de peu importe qui est notre persona. Chacun d'entre eux ont des opportunités et des frictions différentes. Donc, c'est assez complet. Je trouve que c'est super pertinent là, de faire le tour de tous ces éléments-là. Ça vient beaucoup plus clair pour l'équipe de savoir où et quoi optimiser pour notre expérience. Parce que convertir un client, comme on parlait tantôt, convertir un client, ça passe pas juste par la page produit, ça passe parmi tout l'expérience de notre site et c'est important de voir toutes ces étapes-là. Avec tout ça en main, là, on reprend si on reprend notre schéma motivation, effort de tantôt, on a nos personnages, on a nos étapes, puis là, pour chaque moment, chaque objectif, chaque touch point de nos clients, on va déterminer, bon, il est où dans l'échelle de la motivation, puis actuellement, si Martine tente de faire ce chemin-là, où est sa motivation et à quel point il y a beaucoup d'efforts à faire pour notre cliente à ce moment-là. Là, j'ai une question ici. Comment as-tu déterminé pointer les frictions de tes personas? Ça, en fait, il y a différentes manières. C'est sûr que les parcours et tout, c'est fait par. Il y a une bonne recherche, une bonne analyse qui est faite à ce moment-là, mais c'est une super bonne question. Il y a différents moments. Si vous avez déjà un commerce qui roule, vous avez déjà des clients, déjà un historique, c'est à ce moment-là qu'on peut procéder à faire des études, à faire des sondages, à faire des focus group, à demander à nos clients existants qu'est-ce qui s'est passé, voulez-vous nous aider, qu'est-ce qui se passe dans l'expérience actuellement. Les gens, il y a beaucoup de personnes qui aiment ça participer à des études comme ça. Donc, ça, c'est une des étapes. Là, on peut carrément aller voir nos clients, leur demander. On peut leur offrir un petit cadeau avec ça, s'ils répondent à notre sondage ou à notre focus group ou à notre assemblée d'entreprise, si on veut. Si votre expérience débute, que vous n'avez pas un grand nombre de clients, là, en fait, on va vraiment y aller sur des frictions possibles par des tests que nous, on va faire nous-mêmes sur votre plateforme, sur votre expérience. Donc, c'est vraiment une équipe qui va aller sur votre site et qui va faire toutes les étapes de l'objectif, dans le fond. Par exemple, si on prend ici Clément, que j'ai tantôt appelé Martin, mais c'était bel et bien Clément. Donc, on va prendre tous les objectifs et les étapes qu'il va faire, puis on va tenter de les réaliser sur le site, et on va voir où est-ce que ça coince. C'est quoi les problématiques, c'est quoi les frictions, c'est quoi les moments où est-ce que cette personne-là peut être insatisfaite. Donc, c'est vraiment un mélange de on va le tenter versus qu'est-ce que nos clients nous mentionnent. Et ensuite de ça, il y a aussi l'étape où on va avoir une expérience qui est inexistante. Peut-être que vous n'avez pas encore d'expérience numérique. Et à ce moment-là, on n'a pas de données, on n'a pas de clients à qui demander c'est quoi les frictions. Donc là, on va vraiment se projeter et on va créer des frictions possibles. On va vraiment essayer en faisant des recherches avec les compétiteurs. On va aller sur d'autres sites, on va faire d'autres expériences, puis on va vraiment tenter d'inventer des frictions pour éventuellement se trouver des opportunités puis s'assurer d'offrir une expérience optimale pour nos clients. J'espère que ça répond assez bien à la question. Je vous avoue que je ne suis pas personnellement l'expert en expérience, mais je pense que ça fait assez le tour. Donc, on a fait vraiment le tour de tout ce qui est au niveau de l'expérience, le client, et au niveau de qui sont nos clients, de savoir qui sont nos utilisateurs. Je n'entrerai pas dans tous les processus d'optimisation, de refonte, puis de toutes les étapes qui passent par après parce que je ne veux pas prendre trop de temps non plus. Je sais que vous avez tout un Black Friday à préparer, puis probablement une journée de travail à faire aussi. Donc, je vais boucler ça là pour tout ce qui est l'expérience e-commerce et le client. Puis je vous propose de passer aux statistiques en rafale, parce que je pense que c'est une partie qui est assez intéressante à ce niveau-là. J'ai fait ça en mode sensationnalisme avec des gros chiffres sur qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le monde du commerce électronique au Canada et dans le monde. Donc, là, c'est ça. En passant à ça, si vous voulez réagir, si vous avez des questions, on peut faire ça en mode dialogue. Ça me va très bien. L'objectif que je veux faire ici avec
les tendances e-commerce et les statistiques, c'est juste de vous montrer, de vous exposer les situations actuelles dans le monde e-commerce et d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on fait avec ces chiffres-là, comment est-ce qu'on doit les comprendre. Ça sert à quoi de savoir que tel événement se passe. Donc, si on lance, première slide, je démarre directement avec Amazon. Je sais qu'Amazon, c'est un sujet qui peut parfois être tabou parce qu'on ne veut pas en parler d'Amazon, on ne veut pas que les gens aient acheté sur Amazon et donnent tout leur argent à une grosse corp puis aux Américains. Mais qu'on le veuille ou non, Amazon est beaucoup plus que présent, puis ils sont là pour rester. Donc, il faut vivre avec, puis il ne faut pas se fermer les yeux sur Amazon. On est mieux de vivre avec, puis d'aller dans la même vague que des gros joueurs comme Amazon ou eBay ou Walmart, ou des choses comme ça. Donc, ici, 54% des consommateurs en 2022 qui vont sur le web pour acheter débutent sur Amazon. Qu'est-ce qu'on peut ressortir de cette donnée-là? J'ai aussi ajouté dans le bas, il y a 10% qui font la même action sur d'autres marketplaces. Donc, ce chiffre-là pourrait être 64% en réalité. Et il y a 21% uniquement des consommateurs en 2022 qui vont sur le web pour acheter et qui débutent sur des moteurs de recherche comme Google. On peut avoir tendance à se dire que tout le monde va sur Google. Dans ce cas ici, un consommateur qui a un besoin, c'est seulement 21% qui vont commencer par Google. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a 54% des consommateurs qui veulent rapidement trouver l'article qu'ils ont besoin, puis qui vont se baser sur ce qu'ils trouvent sur Amazon pour établir leur standard pour ce produit-là. Donc, moi, j'ai un besoin particulier. Je veux des souliers Vans, ma marque préférée de tantôt. Je vais aller sur Amazon, je vais trouver ma paire au meilleur prix que j'ai sur Amazon. Puis à partir de ce moment-là, j'établis ça comme un standard. Si elle me coûte 80 $, par exemple, free shipping, ça, c'est mon standard de base. Donc, c'est ça que je veux dire par un standard. C'est qu'Amazon, on établi comme standard qui sont les meilleurs pour les prix, pour le free shipping, pour la rapidité, pour les avis. Ils ont beaucoup d'avis. Les gens donnent beaucoup de reviews sur Amazon. Donc, mon standard, c'est ça. À ce moment-là, il peut arriver deux choses. Premièrement, je suis satisfait, j'ai besoin de mes souliers maintenant. On l'a vu tantôt, je suis très motivé, je m'en fous de l'effort. Je vais l'acheter directement sur Amazon. Puis là, mon argent va aller à Amazon et aux commerçants qui avaient le meilleur bid à ce moment-là. Donc, si vous n'étiez pas là, vous n'allez jamais m'avoir comme client. Ça, c'est première chose. Deuxième chose qui peut arriver, j'ai trouvé ma paire de souliers-là à titre indicatif. C'est mon standard. Mais je ne suis pas encore convaincu que j'ai le meilleur deal ou la meilleure offre ou peut-être que j'aime pas tant ça, moi, je suis sur Amazon, fait que je préférerais y aller localement. Fait que là, je vais commencer mes recherches à partir de ce moment-là, probablement à partir de Google. Et c'est à ce moment-là que vous avez une chance de me conquérir. Ça ne sera pas facile parce que clairement, je viens de trouver un article que je veux à un bon prix avec de l'expérience Amazon, donc il y a ça. Ceci étant dit, ça m'amène sur un petit point, une petite parenthèse. Faut pas voir Amazon comme un compétiteur. Aujourd'hui, il faut vraiment voir Amazon comme un canal d'acquisition. Amazon, on voit, il y a juste 21% des gens qui utilisent les moteurs de recherche à ce moment-là, les moteurs de recherche sont un canal d'acquisition pour nous. On fait de la pub, on fait du référencement organique, on se positionne. Amazon, c'est encore une plus grande masse de personnes qui vont dessus. Donc, ça vaut la peine pour un premier contact avec des clients de se positionner sur Amazon, d'offrir nos produits et d'essayer d'acquérir des gens via ce réseau-là et de les transformer en clients pour notre magasin ensuite. Il y a différentes stratégies qui sont possibles pour ça. Deuxième statistique, exactement le même élan, on tombe à 41% des consommateurs qui vont sur le web pour rechercher, qui débutent sur Amazon. C'est quoi la différence entre cette stat-là et l'autre? Le terme principal, c'est dans ce cas-ci, le mot-clé, c'est vraiment rechercher. Je les ai soulignés, ces sons-là, c'est acheter versus rechercher. Dans ce cas-ci, on a parlé plus tôt dans la présentation, on parle de quelqu'un qui est juste en processus de recherche. Moi, j'ai peut-être envie de magasiner éventuellement. J'aimerais ça m'acheter une nouvelle barre de son pour ma télé, mais pas tout de suite.
je suis encore capable de vivre avec ma télé directement. Fait que je recherche. Il y a 41% qui vont quand même débuter sur Amazon pour avoir l'étendue des produits. Puis là, on tombe à 37% qui commencent par les moteurs de recherche. Donc, c'est quand même pertinent. On voit qu'il y a vraiment un comportement différent pour ces deux types de recherches qui pourtant sont assez similaires. Donc, c'est quand même pertinent, mais il y a quand même 41% qui commencent sur Amazon, plus un 8%. Donc, 49% qui vont débuter leur recherche sur des marketplaces. Donc, c'est juste pour vous dire un petit peu l'étendue de l'importance des marketplaces aujourd'hui. On s'en va vraiment, on est vraiment en train de se diriger vers des comportements d'achat sur des endroits uniques, ce qui n'est pas nécessairement ce qu'on souhaite, mais malheureusement, on se déplace de plus en plus vers là, donc c'est important de le prendre en compte. Prochaine donnée, on a 26,4. Ça, c'est 26,4, c'est le nombre moyen de commandes en ligne par personne au Canada au cours de la dernière année. Ça, à ce niveau-là, je pense j'ai quelques petits slides qui suivent, là, ça pour votre info, ces données-là, je les ai pris de l'étude toute récente qui vient tout juste de sortir de Post Canada. À chaque année, Post Canada font des études sur les consommateurs au Canada et au Québec. Donc, ça, c'est tout chaud. J'ai vu ça dernièrement. Donc, j'ai ressorti quelques statistiques à ce niveau-là. Plusieurs éléments ici que je trouve qui sont vraiment pertinents. Premièrement, là, on parle vraiment du Canada. C'est plus qu'une commande aux 2 semaines que les gens passent en moyenne au Canada. Puis en plus, vous le voyez dans le bas à droite, c'est une hausse de 60% par rapport à 2019. Donc, dans le moment de pandémie, on le sait, les gens se sont dirigés beaucoup plus en ligne. C'est 60% plus de commandes qu'avant la pandémie. Et par rapport à 2021, c'est seulement il y a une légère baisse, mais c'est environ une de moins. Donc, en 2021, on était à 27, là, on est à 26. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? C'est évidemment, les gens magasinent plus en ligne, mais on peut aussi comprendre que le taux se stabilise. Donc, ce qu'on comprend de ça, c'est qu'il n'y aura pas de retour à la normale dans la façon dont les gens consomment. Les gens, maintenant, consomment en ligne. Ils ont découvert ça. Ils le font de façon beaucoup plus en réflexe. Les expériences se sont améliorées. L'offre est plus grande en ligne. On ne reviendra pas à 60% en dessous comme en 2018. Donc, c'est important d'être en ligne. C'est important de comprendre ça puis de se dire, OK, les gens sont en ligne. Si j'ai besoin de mettre mon offre, je n'ai pas le choix d'avoir une certaine présence. Pas nécessairement de vendre en ligne. Peut-être que moi, vraiment, mon offre est 100% portée sur apporter les gens en magasin. Par contre, il faut au moins que j'aie des réseaux sociaux, il faut au moins que j'aie de la pub, il faut au moins que je les attire d'une certaine façon parce que ma boutique brick and mortar, à un moment donné, elle va juste être visible par les gens qui passent sur la rue, puis il y a beaucoup moins de personnes qui passent sur la rue qu'avant. Autre statistique, je vais accélérer parce que j'ai l'impression que je prends beaucoup de temps. Autre statistique ici qui est un peu embrouillée parce que je l'ai vraiment étirée. Modification des habitudes de magasinage depuis 2020. Ça, je vais le passer rapidement parce que je suis convaincu que vous les avez vu passer. Selon l'étude de Post Canada, on a 50% des gens qui disent qu'ils font plus d'achats en ligne. Je n'apprends rien à personne. On a 27% des gens qui disent qu'ils ne fréquentent plus les centres commerciaux. Donc, les gens ne vont plus, 27% des gens ne vont plus du tout dans les centres commerciaux. Il y a 21% qui disent qu'ils évitent de se rendre en magasin. Les gens ne veulent plus aller en magasin à 21% des répondants. Il y a 19% des gens, les deux prochains sont bons, 19% des gens qui disent « Je fais des achats auprès de commerces en ligne que je n'avais jamais fréquentés. » Donc, c'est des nouveaux clients à des nouveaux commerces en ligne. Et il y a 19%, le même nombre, qui passent des commandes en ligne au commerce où il y avait l'habitude d'aller. Donc, des gens qui avaient l'habitude d'aller au commerce physique qui maintenant achètent au même commerce, mais en ligne. Quand on parle de transformation et d'adaptation, ça, c'en est un excellent exemple. Les gens qui avaient l'habitude d'avoir des clients physiques, qui se sont mis à offrir une expérience en ligne, ont quand même gardé 19% de leurs clients qui ont juste modifié, puis qui continuent à acheter chez eux parce que c'est commode pour eux, l'expérience est bonne, l'expérience peut-être rivalise avec l'expérience en magasin à ce moment-là. Ce que ça nous dit aussi,
c'est que si on n'a pas une assez bonne expérience, si on n'est pas en ligne, si notre site n'est pas à jour ou l'expérience a des frictions, ben là, on se transforme dans la donnée qui est juste au-dessus. Je vais faire mes achats auprès de commerces en ligne que je n'avais jamais fréquenté. Donc, j'arrête de Moi, je ne sors plus, j'ai plus envie d'aller au centre d'achat. Donc, je n'irai plus à votre magasin physique, puis vous m'offrez rien en ligne. Fait que je vais trouver un compétiteur qui m'offre ceci. Donc, assez pertinent à ce niveau-là là, pour comprendre la situation sur l'achat en ligne. Autre tableau super pertinent, ça c'est au Québec, profil type des personnes qui achètent en ligne au Québec. Donc là, pour les petites bulles en haut, là, le revenu moyen du ménage au Québec est à 91 000. Commande en ligne au Québec par an, on est à 25,7, on est à 26,4 au Canada, 25,7 au Québec. Et dans le tableau, super pertinent, c'est la disposition là, en ratio par génération qui achète, mettons, en dollars dépensés au Québec. C'est ça l'étendue, dans le fond, de tout. Ce qui me saute aux yeux, moi, personnellement, c'est qu'il y a 45 des dollars investis au Québec en ligne qui sont par les baby boomers. Évidemment, on va se dire, ben oui, il y a plus de baby boomers, donc il y a plus de chances qu'ils dépensent en ligne. Oui, mais j'ai fait apparaître des chiffres en haut. Ça, c'est la répartition démographique du Québec en 2022. Il n'y a pas 45 des habitants qui sont des baby boomers. Il y a 26,2 du Québec qui sont des baby boomers. Il y a quand même 20 du Québec qui sont des millennials, mais il y a juste 18 du dollar investi qui sont investis par des millennials. Donc, ce que moi je retiens vraiment là-dessus, c'est oui, effectivement, on peut se dire, ben, les baby boomers, souvent, c'est une génération qui en ce moment sont beaucoup plus stables financièrement. Donc, ils sont peut-être portés à acheter un petit peu plus, à acheter des choses un petit peu plus dispendieuses aussi. Certes, mais ce qui est important de garder en tête là-dedans, c'est qu'il y a 45 des dollars investis au Québec en ligne qui sont investis par la génération des baby boomers. Moi, j'ai des clients qui viennent me voir chaque jour et qui me disent, quand je leur demande c'est qui votre audience, c'est tout, ils vont toujours me dire bah, c'est les 25-45 ans. C'est tout le temps les 25-45 ans. C'est toujours été les 25-45 ans qui achètent en ligne. Peu importe quel client qui vient me voir, peu importe ce qu'il vend, c'est les 25-45 ans. Ben, ce que ça me fait réaliser, c'est que on laisse sur la table un 45 ici de personnes qui achètent en ligne. Puis ce que ça me fait comprendre, c'est on optimise l'expérience pour des gens qui, on va dire, c'est les millennials ou la génération X, sont plus tech-savvy, sont plus habitués d'acheter en ligne, sont plus à l'aise. Fait que c'est vraiment eux qui sont plus enclins à acheter. C'est pas nécessairement vrai parce que les baby boomers, comme on le voit là, dépensent en ligne. C'est juste parce que les endroits où est-ce qu'ils vont dépenser, l'expérience est adaptée à eux. D'où l'importance de voir c'est qui nos personas, c'est quoi l'expérience qu'on offre. Il y a 45 de la dépense qui est sur la table avec les baby boomers. Si notre expérience n'est pas adaptée pour eux, ben là, tout ce qu'on fait, c'est se restreindre aux 18-25 à côté, 7 j'ai dit, pour la dépense sur notre site. On perd de l'argent immédiat si on n'assure pas notre expérience pour ce type de génération-là, de ce type de client-là. Donc, c'est un petit peu le petit point là-dessus. Sinon, petite stat éclair, en 2020, on avait 31 des dépenses e-commerce qui étaient sur mobile. Moi, j'ai fait une petite recherche rapidement sur mes multiples clients en ce moment que j'ai et je vous dirais qu'au Québec, là, pour la majorité, Québec-Canada, ça tourne plus maintenant en 2022 autour de 42 à 45 des dépenses qui sont faites en mobile. Ça vous dit juste un petit peu l'importance d'avoir une expérience omnicanal parce que je vous confirme qu'il y a peut-être 42 à 45 des argents investis qui sont sur mobile le moment de la conversion, mais il y a beaucoup plus que 45 des sessions qui sont faites sur mobile. C'est que les gens vont débuter leur magasinage à partir de Facebook, à partir d'Instagram. Ils vont se souvenir de vous, puis ils vont peut-être passer un moment donné avec un ordi de bureau pour faire leurs transactions parce que c'est plus commode ou sur un iPad ou des choses comme ça. Sinon, il y a 70 des consommateurs qui magasinent en mode multitâche, multitasking. Les consommateurs s'attendent à voir leur marque favorite sur des canaux qu'ils utilisent au quotidien. Donc, aujourd'hui, les gens, ils s'attendent à aller sur Instagram et à pouvoir acheter, à avoir des produits, à être directement sollicités. Ils ne veulent pas que aujourd'hui, le moment de l'effort est rendu mince. Les gens ne veulent pas
avoir à faire des recherches. Si je vois une photo avec un super beau tank top là, que j'ai envie de m'acheter, j'ai pas envie de commencer à faire des recherches puis essayer de le décrire dans Google puis de trouver finalement c'était quoi le site ou des choses comme ça. Non, je clique dessus, j'arrive sur la page de produit, je veux l'acheter immédiatement. Il faut que ce soit le plus fluide possible. Sinon, ça, dans le mode en rafale, on va le faire ça en rafale. Avant d'arrêter leur choix sur un commerce, les gens considèrent les critères suivants en 2022 au Canada. 43% qui vont arrêter leur choix sur le fait que l'entreprise est canadienne. Si votre site a un .ca, votre site est fièrement canadien, il y a un drapeau. Si votre clientèle est, en plus, si vous ciblez votre clientèle avec le Québec, c'est Canada FR. On peut même mettre des fois un drapeau du Québec, peut-être juste ça fait très local. 39% pour la protection de la santé et de la sécurité de la clientèle. On sait, il y a eu, par exemple, Amazon est un excellent exemple. Il y a eu tellement d'articles qui disent que les gens sont, les employés sont abusés, ils travaillent fort, ne sont pas payés, blablabla. Donc, les gens vont essayer d'aller magasiner sur des commerces qui respectent beaucoup l'éthique de travail. Sinon, bien-être du personnel, l'entreprise locale, protection de l'environnement. Protection de l'environnement, ça, c'est super intéressant parce que aujourd'hui, dans le mode e-commerce, la protection de l'environnement, c'est pas juste un nice to have, c'est pas juste moi, en plus de t'offrir ça, on protège l'environnement, on remet 1% de nos profits pour faire planter des arbres. Aujourd'hui, c'est vraiment, on le voit, il y a 27% qui arrêtent leur choix pour ça. C'est vraiment, à quelque part, un argument de vente presque. Les gens, on se rappelle, ne magasinent pas un produit, magasinent une expérience. Et il y a des gens pour qui c'est tellement important l'environnement qu'ils vont s'assurer d'acheter en ligne à un endroit qui vont faire qu'ils sont peut-être carboneutres dans le fait que, tu sais, je viens de me faire shipper une boîte chez moi, je me sens mal, ça a passé, l'avion, la voiture, la boîte en soi, c'est du carton, blablabla. J'essaie de me satisfaire en me disant qu'au moins, j'ai remis à quelque part. Donc, il y a des gens qui sont vraiment là, très, très forts à ce niveau-là. J'avais un client qui, durant un Black Friday, lui, eux autres, ils étaient contre l'idée du Black Friday parce que c'était une entreprise qui était très, 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 très axée sur l'environnement. Et il était contre le Black Friday. Il ne voulait pas participer au Black Friday parce que ça encourage la consommation, ce n'est pas bon pour l'environnement et tout. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au Black Friday, ils ont envoyé un infolette et ils ont mentionné tout simplement on ne participe pas au Black Friday, on est contre, on ne veut pas, on ne s'associe pas au Black Friday. Vous allez voir, là, il n'y aura aucun rabais sur notre site le journée du Black Friday ou le week-end. Et ce Black Friday-là, qui était l'an passé, ça a été leur meilleure journée historique en vente. Puis ils n'ont fait aucun rabais. Pourquoi? Parce que les gens ont encouragé ce mouvement-là. Puis des fois, ils en font des rabais, puis ils font moins de ventes que ça. Parce que les gens ont encouragé, ils ont endossé cet élément-là. Là, j'ai une petite question. Selon tes expériences, est-il plus difficile de vendre de l'alimentaire en ligne? As-tu des stats spécifiques là-dessus? Je n'ai pas de stats à la main, honnêtement, là-dessus. Personnellement, l'alimentaire, ce n'est pas un sujet que j'ai beaucoup, beaucoup touché. J'ai eu des moments où est-ce que j'ai vendu des services de mets préparés, des boîtes à la Good Food, des choses comme ça, qui honnêtement vendent excessivement bien pour ça, ce modèle d'affaires-là, des mets à préparer, des boîtes repas, des choses comme ça, c'est un concept qui en ce moment est très, très, très populaire. Ça se vend, pour ne pas faire de blagues, comme des petits pains chauds. Par contre, malheureusement, je n'ai pas de statistiques sous la main. Je pourrais quand même essayer de voir si je peux revenir peut-être avec ça plus tard ou si tu veux m'envoyer un courriel, Arnaud, il n'y a pas de problème, là, on essaiera de trouver des idées là-dessus. Je suis quand même intrigué pour ton modèle d'affaires. Si tu as des questions là-dessus, sans problème, ça va me faire plaisir. Autre slide, rapidement, principaux critères d'achat en ligne. Là, on tourne dans les plus gros chiffres. 87% vont acheter si on offre la livraison gratuite. Ça, c'est un gros frein à l'achat, le prix de la livraison. 82% pour les retours gratuits. On l'a vu tantôt. Moi, personnellement, quand j'achète des souliers en ligne, je vais acheter 3 pointures parce que ça arrive souvent que les pointures sont différentes d'une marque à l'autre. Je veux m'assurer que ça fit. Fait que je vais acheter 3 pointures, puis les 2 qui ne font pas, je les reship. Je fais ça. Il y a beaucoup de monde qui font ça. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà vendu des souliers, mais les retours sont grands parce que c'est difficile d'avoir des souliers qui font bien, qui sont confortables, qui ne font pas mal aux pieds. 35%
Et puis, pour le reste, politique de retour sans tracas, ça vient un petit peu avec, comme tantôt, le moment de friction, le moment du service, commodité du lieu de retour, si on fait le retour en personne. On voit là, en ce moment, quand on lit cette slide-là, moi, je vois le mot retour et livraison partout. Ça me dit là, à quel point c'est important toute la logistique d'un e-commerce. Il y a 8 points ici qui sont les plus importants selon les réponses. Il n'y en a aucun qui parle du site. Ils parlent tous de livraison, de retour, de douane, de prix. Donc, c'est vraiment important, ça, de mettre le point sur ces éléments-là. Les gens ont besoin de se sentir qu'ils font un bon deal et qu'ils ne se font pas avoir avec des frais de livraison ou des frais de douane ou des retours complexes. Principaux obstacles au réachat en ligne. Pourquoi les gens qui ont acheté chez vous ne rachèteront pas? Parce que les frais de livraison étaient trop élevés. On n'a encore pas de livraison gratuite. Les 2 premiers sont d'accord sur la livraison. Les droits de douane, j'ai eu une surprise, j'ai fait une commande, j'ai payé 100$ de douane. C'était pas prévu. Mon article me coûtait 50$, je suis payé 100$ de douane. Ça, c'est fâchant, je ne rachèterai jamais là, je ne vais pas me refaire avoir une deuxième fois avec ça. Délai de livraison, frais de livraison, boutique en ligne peu conviviale. OK, là, on vient de trouver un qui parle de la boutique en ligne. Je ne rachèterai pas parce que la boutique en ligne est peu conviviale. C'est le 6e point dans cette feuille-là, à 38%. C'est quand même loin. Donc, vous voyez un petit peu le processus. Là, les gens ont besoin d'avoir une expérience post-achat qui est super fluide. Donc, je pense que j'ai assez mis l'accent sur cet élément-là. J'ai fini ça un petit peu en très, très en rafale, là, comme je l'avais prévu. Je pense que le temps, on commence à en faire beaucoup. Donc, en conclusion, les consommateurs sont nettement plus présents sur le web et ils s'attendent à un certain niveau d'expérience qui a évolué avec le temps majoritairement depuis la pandémie. Et ça devient crucial de bien cerner qui sont nos clients et de comprendre comment ils naviguent sur notre site. Donc, merci. S'il y a des questions, je ne sais pas si on a le temps. Je pense qu'il est rendu 9h54. Je vais vous laisser aller prendre un autre café. Merci, Olivier. Oui, on va rester une petite minute, là, donc si vous reste des petites questions, n'hésitez pas à nous écrire ça dans le chat. Sinon, je vous rappelle rapidement qu'au courant de la journée aujourd'hui, je vais vous envoyer la présentation d'Olivier et le lien vers la réécoute si jamais vous voulez revoir certaines parties de sa présentation. Donc, comme je disais, on reste une petite minute. Puis sinon, merci beaucoup d'avoir été là. Puis on vous souhaite une belle journée. Ça me fait grandement plaisir.